Salut à tous! Bonjour à tous! Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je lance ma chaîne YouTube dédiée aux livres. J'ai été fortement encouragée et influencée par mon ami Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. J'ai choisi de faire le Netflix et BookTag, ou Netflix BookTag, je me rappelle plus. J'ai composé une pile à lire qui n'est ni complète ni définitive. Terry Pratchett. Un Terry Pratchett. J'ai pas du tout failli tomber. Parce que je l'aurais peut-être déjà lu. Pardon? Et pourtant, j'ai vraiment accroché en fait aux premières pages. J'ai réellement cru que j'arriverais pas à tourner cette vidéo, donc je suis super contente. Je commence tout de suite avec la première question. Ça a été une grosse découverte pour moi parce que c'est une découverte manga. Et si ça vous plaît pas, bah, je sais pas ce que vous allez faire. Parfait. Je dis ça comme ça. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Il s'agit de la présentation du Fall Winter Challenge, édition 2021. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la 100e vidéo de la chaîne L'Enluminé. Cette semaine, je vais vous emmener un petit peu dans les coulisses. Comment est-ce que je prépare mes vidéos, comment est-ce que je les fais et surtout, eh bien je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Merci beaucoup d'ailleurs d'en avoir posé autant, c'était adorable. J'ai essayé de regrouper un petit peu les thématiques, donc si jamais votre question n'apparaît pas, c'est probablement qu'elle a déjà été traitée dans une autre qui était formulée un tout petit peu différemment, ou alors que je ne souhaitais pas répondre. Bien sûr, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais normalement j'ai répondu à peu près toutes les questions. Et aussi je vais en profiter pour faire un petit bookshelf tour pour la première fois en 3 ans sur cette chaîne, donc je vous emmène avec moi. Allez, on y va! En premier, avant de tourner une vidéo, j'essaye déjà de la préparer un peu, mais pas trop non plus. Je veux que ça reste spontané, mais je veux pas oublier de dire des choses importantes. Donc en fait, je note les éléments clés du livre dont je veux vraiment parler, et j'essaye de balayer tous les aspects, personnages, intrigues, messages, etc. Et j'essaye de prévoir mes vidéos un peu à l'avance, même si en général je les tourne et je les monte dans la semaine avant le dimanche. D'ailleurs, on m'a posé cette question: as-tu un bullet journal? Sinon, comment t'organises-tu? Et c'est une excellente question. À vrai dire, je ne suis pas toujours la personne la plus organisée qui soit. Là par exemple, en septembre-octobre, il s'est passé tellement de choses que j'avais pas prévues pour le coup, que l'organisation, ça a été un passage très compliqué et ça a été très difficile à trouver. Non, je n'ai pas de bullet journal et j'ai essayé d'en faire un, j'ai essayé à un moment, mais franchement ça me parlait pas du tout comme outil et ça me plaisait pas non plus d'ailleurs, ça m'intéressait pas du tout. J'arrivais pas en fait à me dire qu'il fallait tous les mois que je refasse des pages, que je crée des trucs, c'était clairement pas fait pour moi. Du coup, j'avais simplement un agenda papier qui doit être dans le coin et que aujourd'hui je n'utilise plus beaucoup à vrai dire, puisque j'utilise principalement le calendrier qui est sur mon ordinateur, parce qu'en fait comme il est synchronisé avec celui sur mon téléphone, c'est hyper pratique pour moi d'avoir tout sous les yeux. Mais j'utilise aussi, et pareil c'est synchronisé du coup entre mon ordinateur et mon téléphone, j'utilise aussi une appli qui s'appelle Notion et qui se rapproche un petit peu du bullet journal, mais en version numérique, et ça me parle beaucoup plus, et souvent ça me donne beaucoup de motivation parce que les to-do list, etc. sont plutôt bien faites, donc je recommande vachement cet outil. On m'a aussi demandé, utilises-tu des outils style carnet, appli pour organiser tes lectures? Et là c'est la même réponse. J'ai deux outils principaux, ce petit carnet que j'utilise en fait pour noter mes lectures par année, donc en gros c'est livres lus en telle année, et ensuite je note normalement quand j'ai terminé un livre, et il m'arrive aussi de mettre un petit cœur à côté d'une bonne lecture, d'un gros coup de cœur, comme ça quand je fais ma vidéo sur mes lectures préférées de l'année, j'ai tout sous les yeux, donc ça c'est plutôt pratique. Et aussi j'utilise Goodreads que je trouve très bien fait et je trouve que c'est plutôt pratique. Comme ça quand par exemple je veux chercher des idées de livres à lire, j'ai ma wishlist, je sais ce que j'ai envie de lire. Bon bah voilà, je sais que je peux aller piocher dedans. Si on doit me faire des cadeaux ou quoi, bah je sais quels livres demander, c'est ceux qui sont dans ma wishlist. Et puis quand je fais une pile à lire aussi, je peux aller piocher dedans. En plus je peux noter ce que je suis en train de lire et dire quand je l'ai terminé. Et je sais pas vous, mais j'ai une espèce d'étrange sentiment d'accomplissement extrême quand je mets sur Goodreads finished pour un bouquin et que ça y est, je l'ai terminé. C'est impressionnant, hein, mais j'adore ça. Voilà, c'est comme rayer un truc sur la to-do list. Je kiffe.
D'ailleurs, c'est pas que les livres, j'aime beaucoup recenser les choses que je fais. J'avais pas forcément d'outils jusque-là, mais maintenant j'utilise un peu plus Notion justement pour aussi noter les jeux que j'ai pu terminer, les jeux auxquels j'ai envie de jouer. Ça peut être aussi, je sais pas, des musiques, des trucs que j'ai envie de voir, ou des films aussi, des listes de films que j'ai envie de voir, des listes de séries que j'ai envie de regarder. Donc en fait, j'ai vraiment pris l'habitude de recenser vachement ce que j'ai envie de regarder, de lire, de faire, et de barrer au fur et à mesure pour toujours avoir ce sentiment d'accomplissement. D'ailleurs, on me demande si je voudrais aborder d'autres sujets que les livres, mais par exemple la sophrologie. La sophrologie, je pense que je vous ferai une vidéo dessus, ça fait un moment que je dis que je vais le faire, j'ai même noté des questions que vous m'aviez posées, donc c'est en prévision, mais j'ai pas forcément l'intention d'en parler plus que ça, parce que même si j'aime beaucoup la sophrologie et que ça fait partie de ma vie professionnelle, ce n'est pas nécessairement ce dont j'ai le plus envie de parler. Cela dit, je pense que sur ma chaîne, j'ai envie de commencer à parler de plus de choses qui me plaisent, pas uniquement des livres, effectivement. La dernière fois, j'ai parlé de séries, par exemple, Ultra Cocooning, et ça vous a beaucoup plu, donc je pense que j'aimerais continuer dans cette veine-là. J'aimerais aussi beaucoup parler de jeux vidéo, peut-être aussi de mode, de beauté, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie, et du coup, j'aimerais beaucoup en parler. D'ailleurs, on m'a demandé si j'envisageais de faire des vidéos sur la sorcellerie sur ma chaîne. Actuellement, ça n'est pas prévu, tout simplement parce qu'en fait, la sorcellerie et toutes ces pratiques, même si ce sont des choses que je fais, je pratique depuis que j'ai 13-14 ans, malgré tout, c'est quelque chose qui est très personnel, je trouve, qui est assez intime pour moi. Donc ça n'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de partager pour l'instant. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, je compte pas spécialement en parler. Par contre, comme je l'ai dit, je pense que je vais parler un petit peu plus de choses qui m'intéressent, notamment de jeux vidéo. J'avais essayé de vous faire un point jeux vidéo à la place d'un point lecture. Je vous parle de séries, je vous parle de films. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer parce que même si j'adore la lecture, il n'y a pas de souci avec ça, ça ne change toujours pas. J'ai quand même envie de vous partager plus de choses, de ce que j'aime. J'ai pas envie de me cantonner que aux livres, j'ai envie de vous montrer un peu plus mon univers à moi et de vous faire plonger dans ce que j'apprécie au jour le jour, au quotidien, ce que j'aime faire, ce que j'aime vivre, ce que j'aime penser, ce que j'aime manger, je ne sais quoi. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de partager ça davantage avec vous. Mais des fois aussi, je prends plus le temps pour mettre ça en place parce que ça me demande peut-être une préparation différente. Là, par exemple, comme je vous disais, j'aime beaucoup préparer mes vidéos en avance, mais pas trop non plus. En fait, au tout début de ma chaîne, je ne préparais absolument pas mes vidéos, c'est-à-dire que juste je savais à peu près de quoi je voulais parler, je m'asseyais devant la caméra et je racontais des trucs. Mais le problème avec ça, c'est que quand je faisais le montage, j'étais toujours très frustrée parce que je me rendais compte que j'avais oublié de vous dire des tas de trucs et ça me rendait dingue. Donc j'ai commencé à préparer davantage mes vidéos. Sauf que là, je suis tombée un peu dans l'effet inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire vraiment quasiment mot pour mot ce que j'allais vous dire et ça perdait vachement en spontanéité, donc c'était bien moins intéressant et bien moins agréable pour moi. Du coup, maintenant, j'essaye de trouver un juste milieu où je prépare un petit peu, mais pas trop. Ensuite, une fois que j'ai préparé ma vidéo, que je sais à peu près ce que je veux dire, que j'ai noté des mots-clés, que je sais quels sont les principaux sujets, les principaux éléments que j'ai envie d'aborder dans ma vidéo, eh bien je passe à la deuxième étape, c'est-à-dire le tournage, et je commence par une étape très importante, je me maquille. Donc je vais vous proposer de venir vous maquiller avec moi et je vais continuer de répondre à vos questions. On passe au maquillage donc et je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment est-ce que je me maquille, même si la plupart d'entre vous n'en ont certainement rien à faire. Mais moi j'adore me maquiller, c'est vraiment un de mes grands plaisirs dans la vie. Et du coup je suis toujours hyper contente quand je tourne une vidéo parce qu'il faut que je me maquille. Et en fait je me maquille jamais par obligation, genre parce que sinon je peux pas sortir ou je sais pas quoi. Je me maquille toujours parce que j'ai envie de me maquiller, parce que c'est un plaisir pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire. Je reviens un petit peu sur les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Merci d'ailleurs, vous avez été très nombreux et très nombreuses pardon, à me poser des questions, donc c'est hyper gentil parce que ça me permet de faire cette vidéo. Du coup, on m'a posé la question, quelle est ta plus grande leçon de 2021 ? Et ben je crois que c'est une question à laquelle c'est hyper difficile de répondre parce qu'en fait 2021 a été une année hyper riche pour moi, mais genre vraiment très très riche. Il s'est passé tellement de choses auxquelles je ne m'attendais pas que vraiment voilà. Et la première moitié de 2021 a été très riche, je pensais que ça s'arrêterait là, mais pas du tout. La deuxième moitié a été
tout aussi dense. Donc ça m'impressionne pas mal quand même. Et je pense que ma première moitié de 2021 m'a permis de prendre conscience de mes limites avec les autres, de ce que je vais maintenant tolérer et pas tolérer de la part des autres, et surtout d'être beaucoup plus vigilante quand je sens que je suis face à une personne manipulatrice, et ben je fuis. Je pense que la deuxième moitié par contre, ce que j'ai appris, c'est plus que j'ai le droit de changer d'avis. J'ai décidé de changer beaucoup de choses dans ma vie professionnelle, de revenir à la photographie professionnellement en septembre, etc. Et en fait, je m'attendais pas à tout ça, surtout pour la photo, parce que finalement, moi quand j'ai arrêté de faire de la photo professionnellement, c'était parce que ça s'était très mal passé, enfin c'était un énorme traumatisme pour moi. Et que du coup après j'ai passé des années et des années à essayer de justifier ça en fait en disant non mais en fait c'était pas pour moi, etc. alors que je crevais d'envie d'y retourner. Et je pense que ces années où j'ai dit je peux pas, c'était bénéfique parce que ça m'a permis justement de cicatriser, de guérir par rapport à toutes ces difficultés. Mais par contre ça m'a aussi un petit peu comment dire, conditionnée à me dire non je peux pas faire ce métier, c'est pas possible. Et du coup, j'avais l'impression que j'avais pas le droit de changer d'avis, que j'avais pas le droit de me dire bah si, en fait, j'ai envie d'y retourner après avoir autant dit que c'était pas fait pour moi. Et puis finalement, je l'ai fait et j'ai aucun regret parce que je fais les choses à mon rythme et ça, c'est super bien. Donc, je me sens vraiment capable. Donc, je pense que c'est une méga leçon que je suis en train d'apprendre quand même. On m'a posé aussi une question, le lieu le plus magnifique où j'aimerais vivre ou un jour ou dans une autre vie. Et ben, ça, c'est une question qui est assez marrante parce que quand je l'ai lu, en fait, ma première réaction, c'était de dire mais je vis déjà dans l'endroit le plus magnifique. Je vis à Paris depuis maintenant 11 ans et c'était un rêve d'enfant de vivre à Paris. Et j'aurais pu, comme tout rêve d'enfant, hein, bien sûr, ça aurait pu être une méga déception. Et à aucun moment, je n'ai été déçue. Et du coup, par moments, j'ai vraiment l'impression que je vis déjà dans l'endroit le plus magnifique du monde parce que dans mon cœur, je crois que rien ne peut égaler cette ville. Après, j'aime beaucoup aussi plein d'autres grandes villes, genre j'adore Londres, j'aimerais beaucoup y vivre, c'est un endroit où je pense que je me plairais, et je pense que j'aimerais vivre dans la plupart des grandes villes que je visite, les grandes capitales, etc. C'est vraiment mon délire en fait. Donc après Paris, pourquoi pas aller vivre dans un autre pays, à Londres, là pour le nouvel an je vais aller à Amsterdam, ça se trouve ça va trop me plaire, donc peut-être qu'après j'aurai envie de vivre à Amsterdam, mais je pense clairement que c'est dans les grandes villes que je m'épanouis le plus. Ensuite, on m'a posé la question qui tue, tu préfères Lille ou Paris? Alors effectivement, je passe actuellement beaucoup de temps à Lille, notamment parce que mon copain habite à Lille et aussi mes amis. Donc je suis très fréquemment à Lille et j'aime beaucoup cette ville. Je trouve que c'est une ville très jolie, qui est dynamique, les gens sont très chaleureux. Enfin franchement, c'est vraiment une ville où on peut y trouver son compte, à mon avis, parce que c'est une belle ville. C'est un endroit très agréable. Évidemment, pour moi, ça n'égalera jamais Paris, dans le sens où Paris, pour moi, c'est un endroit qui est dément, en fait, qui est incroyable, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas Paris pour une raison, c'est que Paris, c'est pas une ville de faux semblants. C'est une ville qui est très brutale et qui est brutalement honnête. C'est-à-dire que Paris, c'est très beau, il y a beaucoup de beaux endroits, etc. Mais on a aussi la pauvreté, on a aussi la saleté, on a aussi des choses qu'on n'a peut-être pas toujours envie de voir. Rien n'est caché, on ne dissimule pas des choses sous un joli vernis. Non, Paris, c'est très clair, elle est très claire, très honnête sur qui elle est. Et ça, c'est quelque chose que je trouve incroyablement fort. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait que je trouve cette ville aussi belle, c'est le contraste. D'abord, il y a un côté, ah là, c'est pas très beau, c'est sale, il y a ceci, il y a cela, c'est des magasins un peu miteux qui tombent un peu en ruine, etc. Et là, au détour d'une rue, quelque chose de grandiose. Et jamais dans la demi-mesure, en fait. Et ça, j'adore, parce que moi qui suis comme ça, très entière et très... c'est tout ou rien. Ben, Paris me plaît pour ça. Et il y a aussi le côté démesure. J'adore la démesure de Paris, la taille de Paris. Le fait que quand je regarde quelque part une rue, ben, elle s'étend à perte de vue. Quand je suis dans le métro, c'est immense, c'est grand, c'est aéré, c'est éclairé, il se passe beaucoup de choses. Et j'adore en fait ces endroits-là. Et Paris, c'est vraiment vivre au jour le jour, alors que des villes comme Lille,
bah je trouve que c'est plus s'installer, se poser et être plus dans un... pas dans un quotidien forcément, mais pas dans une routine plan-plan quoi. Mais en tout cas quelque chose qui a l'air plus durable. Et du coup, j'ai envie aussi d'aller vivre à Lille pour ça, parce que là-bas, ce que je trouve, c'est une famille, c'est des gens qui me proposent de faire partie de leur vie, c'est vraiment des moments agréables ensemble, et ça, pour moi, bah, c'est pas anodin, ça compte vraiment. Donc je pense que Lille me plaira tout autant, même si c'est sur des points très différents. Pour des raisons très différentes, je pense que je peux très bien m'y faire quand même. Et puis, soyons honnêtes, on sera à 1 heure de Paris si je vais habiter à Lille. Donc, ça sera assez facile de venir à Paris si vraiment la ville me manque trop. Eh ben, je vous la raconte ma vie, vous êtes pas venus pour rien, hein. Bon, et là, vous êtes certainement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout avec son petit bout de PQ sous l'œil, là? Eh bien, figurez-vous que j'adore mes palettes, hein. J'ai la Sweet Peach, là, de Too Faced, et tout à l'heure, j'ouvrais la Vénus de Lime Crime. J'adore mes palettes. Mais le problème, c'est que vous savez, le maquillage, quand vous vous maquillez les yeux, il y a toujours des petites poussières là qui tombent là sur la pommette, et du coup, alors que vous avez fait votre teint bien correctement et que vous étiez appliqué, etc., eh ben c'est foutu, il faut recommencer, ou en tout cas tout corriger, et c'est super pénible. Et du coup, pour pallier à ça, eh ben, j'ai pris l'habitude maintenant, depuis quelques années, de plier en deux une feuille de PQ, et de la mettre sous mon œil pendant que je me maquille. Voilà, comme ça vous avez mon astuce pour se maquiller. Ensuite on m'a posé la question quel est mon plus grand souhait pour Noël. Et ben je vais pas vous mentir, je ne sais pas, parce qu'actuellement en fait j'ai une vie qui est vachement sympa, qui est quand même vachement cool. Je suis aimée, j'aime, je fais ce que j'aime, je me sens très entourée, très bien. Enfin, j'ai des gens très bienveillants autour de moi, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais. J'aime mon travail, j'aime mon activité, j'aime ma chaîne YouTube aussi, elle m'apporte beaucoup de plaisir en ce moment. Il y a eu un moment, c'était plus trop le cas, mais là c'est vraiment revenu. Donc bah clairement, voilà. Donc à part demander de la thune, franchement, je ne sais pas, parce que ça c'est jamais perdu, hein, on est bien d'accord. Mais à part ça, franchement, j'ai pas un souhait particulier. Si, alors on pourrait, si vraiment je pouvais tout souhaiter, je voudrais que le Covid disparaisse, parce que ça quand même, ça nous a bien foutu dans le caca, tous autant qu'on est. Donc si ça pouvait s'arrêter, ça serait hyper sympathique de sa part. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une demande réaliste à l'heure actuelle, donc tant pis, hein. J'aimerais aussi, si on part dans des trucs comme ça, hein, j'aimerais aussi l'égalité salariale pour toutes les femmes, hein, c'est quand même pas compliqué ça, mais apparemment si. J'aimerais aussi pouvoir sortir dans la rue sans avoir peur des harceleurs, sans avoir peur tout court d'ailleurs. J'aimerais qu'on puisse être un peu tranquille par rapport à ça. Bref, que certaines luttes féministes soient un peu plus avancées. J'aimerais aussi des choses pour l'environnement, enfin bon, hein, si on va par là... Il y a pas mal de choses que j'aimerais arranger dans le monde, mais bon. On m'a aussi posé la question que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est comment gères-tu l'angoisse? Alors il faut savoir que pendant des années, j'ai cru que j'étais une personne très angoissée, c'est-à-dire quelqu'un qui avait genre de l'anxiété généralisée potentiellement, ou un truc comme ça quoi. Mais pas du tout. Pas du tout. En fait, il s'est avéré juste que j'ai découvert bien après qu'en fait c'est normal d'être angoissé parfois. C'est normal en fait d'expérimenter des moments où on est stressé, d'expérimenter de la peur, d'expérimenter des choses. Et ça veut pas dire qu'on est quelqu'un d'anxieux spécifiquement, bah ça veut juste dire que à raison, eh ben on est un peu inquiet pour certaines choses et jusque là, bah en fait, c'est parfaitement normal. Bah, je suis pas quelqu'un de particulièrement angoissé en fait. J'ai des angoisses parce que je me lance dans des trucs pas possibles, donc fatalement, hein, ça génère un peu d'angoisse parce que je prends des risques quand même. Mais clairement, sinon, bah ça va. Du coup, désolée, je n'ai pas vraiment de trucs, de tips pour aider à gérer son angoisse parce que je suis pas sûre d'être quelqu'un de très angoissé. Peut-être que vous n'êtes pas tant angoissé que ça d'ailleurs, vous avez peut-être juste des bonnes raisons d'être stressé et en fait c'est plutôt du bon stress, c'est juste votre cerveau qui vous dit « Ouh, attention, il y a un risque, est-ce que t'es sûr que t'as envie de faire ça ?» Et si vous êtes sûr, bah faites-le, si vous n'êtes pas sûr, le faites pas. Mais si vous êtes sûr, bah allez-y, et puis l'angoisse c'est quelque chose qui va partir naturellement quand vous aurez... des nouvelles expériences à votre actif qui vous permettent de savoir que vous êtes capable de faire des choses. Et moi je pense que j'ai beaucoup gagné confiance en moi justement parce que je fais plein de choses et même si je suis angoissée je le fais quand même.
Et ça m'a permis de voir mes capacités. Alors des fois je me suis plantée, hein, j'ai eu des gros échecs, mais j'ai vu ma capacité à toujours rebondir et je pense que c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui à avoir beaucoup confiance en moi. Donc je vous conseille hein, de faire des trucs, même si des fois ça vous angoisse, même si des fois ça vous fait peur. Hésitez pas trop, parce que peut-être qu'en fait vous n'êtes pas une personne qui est particulièrement anxieuse, comme je vous disais, mais vous avez peut-être juste des peurs tout à fait rationnelles. Donc demandez-vous, est-ce que c'est rationnel ou pas? Oui, parce que j'ai pris un risque. Est-ce que j'ai quand même envie de le prendre? Oui. Bon bah foncez. Voilà. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer de faire le plus de trucs possible, de tenter votre chance, d'y aller à fond. Essayez toujours, bon évidemment d'avoir un filet de sécurité, hein, mais en vrai faites des trucs, parce que faire des trucs c'est cool, que ça vous fera des bons apprentissages, que ça vous fera des bonnes expériences, des fois des trucs hyper beaux à raconter, des fois des trucs très rigolos, des fois des trucs un peu moins fun, mais en tout cas vous aurez une expérience qui se construit au fur et à mesure, et ça je pense que c'est vraiment le plus important. Et d'ailleurs, en parlant d'angoisse, on m'a posé la question comment Floki fait-il pour ronronner autant? Eh bien, sachez que c'est un chat qui est parfois un peu stressé, mais au final, qui est quand même très détendu et qui a l'air très heureux. Bon, je finis de me maquiller et on va installer le matériel. Je suis donc en train d'installer la lumière pour tourner ma vidéo. Je mets deux lumière continue avec une softbox. Ça c'est vraiment un des trucs que je faisais pas au tout début où j'ai repris, où j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, où j'ai repris la vidéo. En fait je ne faisais pas encore ça, je ne mettais pas de lumière, j'avais simplement la lumière du jour puisque je me mettais face à ma fenêtre. Et puis petit à petit j'ai eu envie d'améliorer la lumière parce que finalement c'était un petit peu mon travail à la base, puisque vu que j'ai fait des études de photographe, j'ai décidé d'améliorer la lumière de mes vidéos. Et c'est notamment ça hein, qui m'a donné envie de revenir vers ce métier-là. Je finis de monter ça, et puis on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, je suis maquillée, je suis habillée, tout est installé, donc c'est bon, je peux tourner ma vidéo. Et évidemment, je suis habillée correctement en haut, c'est-à-dire que j'ai un haut nickel, j'ai des bijoux, j'ai tout ce que vous voulez. Par contre, en bas, évidemment, j'ai un bas de pyjama, comme à mon avis 99,9% des gens sur YouTube, très clairement. Et je vais pouvoir donc continuer. Je finis un petit peu ce que je disais en installant la vidéo par rapport à la photographie. C'est vrai que la chaîne YouTube, depuis qu'elle a été créée, m'a énormément aidée à revenir vers la photographie et vers la vidéo. Et c'est vraiment grâce à cette chaîne YouTube qu'aujourd'hui je reprends ce métier. Je ne sais pas si je l'aurais fait sinon, parce que clairement je me sentais jamais vraiment prête. Et là, de faire tout ça, de réinstaller petit à petit sans jamais me mettre la pression, ça m'a vraiment aidée. Pardon. Donc très clairement, je vous remercie vous et la chaîne YouTube parce que c'est grâce à tout ça, à tout ce dispositif et à tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années que eh bien, je peux aujourd'hui vraiment faire ce que j'ai envie et m'amuser. Donc ça, c'est hyper cool. Du coup, je continue les questions que vous m'avez posées sur Instagram, et la question suivante, c'est un tour de bibliothèque? Allez, je vous fais un petit bookshelf tour puisque c'est pas la première fois que vous m'en demandez un. Donc j'accepte d'en faire un assez rapide, vous allez voir. De toute façon, vous allez peut-être comprendre pourquoi je n'en ai jamais fait, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur mes étagères. Je vais quand même en profiter pour répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Mais en fait, je n'ai jamais fait de bookshelf tour parce que je suis assez frustrée par rapport à mes bibliothèques, étant donné que j'habite dans un tout petit appartement, que du coup je suis obligée de limiter un petit peu le nombre de livres que j'ai parce que j'ai pas du tout la place pour les ranger. Du coup mes bibliothèques sont juste surchargées, il n'y a pas vraiment la décoration, la mise en place que je voudrais, donc c'est pas forcément très joli. Par contre, un jour, je l'espère, je pourrai vous montrer une très belle bibliothèque, un très beau bookshelf tour. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors je commence tout de suite avec cette étagère où en fait vous allez trouver tous mes livres de science-fiction, fantasy, fantastique en format poche. Alors là déjà vous avez pas mal de choses juste devant vous. Ici vous avez le cycle des robots, juste derrière vous avez 2 Madeline Miller avec Circé et le chant d'Achille.
devant Manon Fargeton avec les illusions de Savloir et l'héritage des rois passeurs. Juste derrière, vous avez Miss Peregrine et les enfants particuliers, dont il faudrait que j'achète la suite parce que ça m'avait bien plu. Il y a aussi les livres de la Terre fracturée et vous apercevez de Samantha Shannon, le prieuré de l'Oranger. Si je me déplace un petit peu, vous voyez aussi des Brandon Sanderson, puisque j'ai lu donc, j'ai oublié le nom, Le héros des siècles, Le pluie de l'ascension, L'Empire ultime. Vous avez ici aussi une saga que j'aime beaucoup, c'est-à-dire H2G2, le guide du voyageur intergalactique, qui est une saga que je recommande. Et puis bien sûr, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman et le premier tome de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, il faudrait que je lise très clairement la suite, ça m'avait beaucoup plu. D'ailleurs, dans les questions que vous m'avez posées, il y avait comme question « As-tu lu la saga Nevermore ?» Non, je ne l'ai jamais lue et elle ne me tente pas outre mesure pour l'instant. Et aussi, quelle saga culte j'avais? Eh bien, là déjà, on en a deux. Il y a le guide du voyageur galactique que je trouve hyper intéressant pour commencer la science-fiction et le cycle des robots d'Asimov que je trouve aussi vraiment très intéressant pour commencer la SF. Et puis bien sûr, À la croisée des mondes, je trouve que c'est une trilogie magnifique qui a énormément de maturité, énormément de force et que je recommande par-dessus tout. Ensuite, à l'étage du dessus, il y a tous les livres grand format que je possède. Donc là, on a surtout également de la fantasy, de la science-fiction et du fantastique parce que ce sont les genres que j'affectionne le plus, donc clairement c'est ce qu'on retrouve dans ma bibliothèque. Juste là-bas vous voyez deux grands livres, Secrets de sorcière et Les filles de Salem, qui en fait n'ont aucune raison d'être là puisque les bandes dessinées sont rangées ailleurs, mais ça me faisait plaisir de les trouver ici donc je les ai mises ici. Vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune logique dans mon rangement. Ensuite on a pas mal de livres jeunesse et notamment des livres des éditions Poulpe que j'affectionne tout particulièrement. J'aime beaucoup cette maison d'édition et à chaque fois je suis jamais déçue en fait par des romans de cette maison d'édition. Et si je continue, et bien ici on a tous les livres que je possède de Ariel Holz qui est un de mes auteurs préférés. D'ailleurs, dans les questions, vous m'avez demandé si, à part Terry Pratchett, il y avait des auteurs que j'aimais. Eh bien oui, il y a donc Ariel Holz, qui est un auteur français que j'affectionne tout particulièrement. Je ne suis jamais déçue par un livre d'Ariel Holz. Ensuite, je continue avec Vincent Tassi, que j'ai beaucoup aimé aussi. Je n'ai pas encore lu Diamant, il était sur ma Pumpkin Autumn Challenge, ma pile à lire, pardon, du Pumpkin Autumn Challenge. Je n'ai toujours pas lu, mais ça viendra. Ensuite, on a Estelle Faye, là aussi une autrice que j'affectionne particulièrement, que je trouve vraiment très agréable à lire et qui a, à mon sens, une écriture très poétique, donc j'aime beaucoup. Et puis en haut, vous voyez qu'il y a la jaquette seule, la jaquette calque de La vie invisible d'Adi Larue, que je n'ai toujours pas fini, mais que je suis en train de terminer. Et tout à droite, on a aussi Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin. J'adore N.K. Jemisin, c'est une de mes autrices favorites. Elle a un style qui est assez dense, mais très très beau. Ensuite, on arrive à certainement mon étage préféré puisqu'il s'agit de l'étage où je stocke tous mes annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc là, si je dois citer une saga culte, évidemment, je vais parler des annales du Disque Monde de Terry Pratchett, qui est très certainement la saga et l'auteur que je préfère au monde. Donc effectivement, c'est certainement mon étage préféré. Vous voyez d'ailleurs que, enfin vous le voyez peut-être pas, mais certains sont un peu abîmés parce que moi je suis pas... même si je suis attentionnée et soigneuse avec mes affaires, les livres, je les considère pas forcément comme des objets sacrés qu'il ne faut surtout pas abîmer. Moi, j'aime trimballer mes livres partout avec moi, donc parfois, eh bien, ils portent des marques de ces voyages intempestifs, mais moi, j'aime bien avoir toujours un livre sur moi. Vous pouvez peut-être remarquer également qu'il y a une couverture qui n'est pas, enfin un dos
qui n'est pas comme les autres, c'est celui de Masquerade, qui est en fait Mascarade, mais la version en anglais. Et c'est mon copain qui me l'a acheté, celui-là. Il l'a acheté en fait à une convention en Belgique où je n'ai pas pu aller avec lui. Et il m'a ramené donc ce petit souvenir et il a tapé parfaitement juste parce que c'est l'un de mes tomes préférés. Si je continue, donc on peut voir que il me reste pas beaucoup de place, pourtant il y a encore pas mal de tomes à acheter, donc j'espère que j'arriverai à tout stocker. Les 3 derniers, je ne les ai pas encore lus, ils font partie de ma pile à lire. Et là, sur le côté, eh bien, c'est Neil Gaiman qui est, après Terry Pratchett, un de mes auteurs préférés. Il y a d'ailleurs donc en premier De Bons Présages, qui est le livre qu'il a écrit avec Terry Pratchett. Et ensuite, il y a Stardust, American God, etc. Je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas lu American Gods. Je l'avais commencé, mais je ne l'ai pas terminé. C'était pas le moment pour moi. Et Neverwhere, que je n'ai pas encore lu non plus. D'ailleurs, une des questions que vous m'avez posées, c'était quel est le livre qui t'a fait aimer la lecture? Et je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que j'aime la lecture depuis que je suis toute petite, donc je ne sais pas exactement quel est le livre qui m'a fait aimer la lecture, mais en tout cas il y a un livre qui a été très important pour moi, c'est Stardust de Neil Gaiman, qui m'a été offert il y a très longtemps par ma cousine Sophie. Et ce livre, il m'a vraiment fait rentrer, je pense, dans la fantasy. J'aimais les livres fantasy, fantastique, jeunesse que je lisais, c'était plutôt le genre de livre que je cherchais. Mais je pense que en lisant Stardust, c'est vraiment celui qui m'a fait réaliser que c'était le genre qui était fait pour moi, qui était vraiment celui qu'il me fallait, et qui m'a mis aussi un pied dans la fantaisie adulte, puisqu'il y a quand même quelque chose de très adulte dans Stardust, et je pense vraiment que c'est un livre qui est très important pour moi, et qui a changé beaucoup de choses dans ma manière de lire et de percevoir la lecture fantasy aujourd'hui. Et enfin, la dernière étagère, c'est peut-être celle sur laquelle je vais le moins m'étendre. C'est en fait une étagère un peu fourre-tout, où il y a à la fois des livres que j'ai adorés et d'autres, franchement, c'est pas ma tasse de thé, je ne souhaite pas les relire, je ne souhaite pas les lire tout court, ou alors des classiques de la littérature que je voulais garder avec moi. Donc vous voyez d'ailleurs que ce n'est pas très bien rangé. Ici vous avez deux photos dont je peux vous parler un petit peu. C'est en fait des photos qui ont été faites sur de l'aluminium, c'est-à-dire que ça s'appelle des alumitypes, avec un procédé ancien à la chambre photographique. Il s'agit de collodion humide. Donc celles-là, ce sont des ratés, hein, c'est pour ça que c'est moi qui les ai. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne une idée de choses que j'ai pu faire dans mon passé. Je passe ensuite à la deuxième bibliothèque que j'ai installée en fait il y a à peu près 1 an et demi. Avant, il n'y avait pas de livres dedans, c'était un peu une bibliothèque fourre-tout, enfin en tout cas un meuble fourre-tout où je rangeais un peu tout et n'importe quoi. Et puis après, j'ai revu la disposition de mon appartement et j'ai décidé de mettre davantage de livres dans celle-ci. Et notamment ici beaucoup de bandes dessinées. Donc là il y a tous les grands formats de bandes dessinées, tout ce qui est assez grand. Il y a aussi des livres de recettes, notamment avec mon livre de soupe que j'adore tout particulièrement. Ici donc beaucoup de bandes dessinées que j'ai beaucoup appréciées et que je vous conseille, notamment Bergère guerrière. Il y a le 4e tome qui vient de sortir et j'ai hyper hâte de le lire. Et puis je vous conseille aussi tout particulièrement Dans un rayon de soleil, qui est une très belle bande dessinée. Si je continue, nous avons également Les Légendes de la Garde, que j'adore, Lightfall, que j'ai trouvé magnifique. Et là, sur la fin, on a d'autres livres, mais plutôt des grands formats, où je savais pas trop où les mettre, notamment un des tomes des mondes d'Ewilan, de la saga donc de Pierre Bottero, et j'adore Ewilan, donc je suis ravie de l'avoir avec moi. Et je n'ai pas lu la suite en fait de cette trilogie des mondes d'Ewilan, donc je pense qu'il serait vraiment temps que je me procure la suite. Et puis après, il y a aussi donc des bandes dessinées ou des livres illustrés qui sont un peu plus petits. On m'a également demandé à quel moment de la journée je lis le plus. Et en fait, je pense que ce n'est pas vraiment des moments de la journée qui sont importants, mais plutôt des situations. Genre par exemple, je lis beaucoup plus facilement quand j'ai un moment tranquille et que je peux être dans mon lit. J'adore lire dans mon lit.
Donc du coup fatalement c'est souvent le soir quand je vais me coucher et que j'ai terminé ma journée, mais pas forcément, ça m'arrive aussi de prendre une journée complète, je me dis ça c'est le week-end, j'y touche pas, et donc je m'installe dans mon lit et je me relève que pour aller manger, mais sinon je reste dans mon lit toute la journée à bouquiner. Et sinon je lis énormément en ce moment dans le train, c'est certainement un des endroits où je lis le plus facilement aussi, parce que je pense que j'ai rien d'autre à faire et c'est beaucoup plus simple pour moi de me concentrer sur ma lecture. Enfin, la dernière étagère où sur le côté on a principalement des livres plutôt engagés, des essais en fait féministes, ou là on a Nostek pour le végétarisme, et puis La Wicca de Scott Cunningham qui est un petit peu un must-have je pense de la littérature sur la sorcellerie pour mieux comprendre ce qu'est la Wicca. Je trouve que c'est un livre qui est très intéressant. Et puis après on a tous les mangas, et là pour le coup c'est assez surprenant pour moi d'avoir cette étagère. Je ne pensais pas avoir une étagère dédiée aux mangas un jour étant donné que je n'en lisais pas. Et bien maintenant elle est en train de se remplir, hein, l'air de rien, on a de plus en plus de bouquins. Et notamment donc mes séries préférées comme Minuscule qui est je pense un des plus beaux, pour moi une saga culte, tiens, en manga ce serait très clairement Minuscule, qui est pour moi une des plus belles parutions qu'on puisse trouver. Ici c'est rangé par maison d'édition bizarrement, je sais pas pourquoi. Donc on a d'abord Akata, puis Pika, Kiun et Komiku. J'adore Komiku, hein, on voit que j'en ai quand même pas mal de Komiku. Magus of the Library aussi, très très bonne lecture. Et puis si je reviens un tout petit peu par là, hop, je vois L'Atelier des Sorciers. Et L'Atelier des Sorciers, c'est un manga qui est important pour moi, d'ailleurs il me manque certains tomes qui viennent de paraître. Et c'est un manga très important pour moi puisque c'est le manga qui m'a fait découvrir les mangas. Donc si je lis des mangas aujourd'hui, c'est grâce à Pika et à L'Atelier des Sorciers. Une dernière question que l'on m'a posée, c'est qu'est-ce que je fais en dehors de la lecture? Eh bien, je fais plein de choses parce qu'en fait, je m'intéresse à plein de choses. Donc je travaille beaucoup quand même, hein. La majeure partie de mon temps, c'est quand même du travail. Mais il y a aussi pas mal de loisirs puisque j'adore la lecture, j'adore regarder des séries et des films et j'adore jouer aux jeux vidéo. J'aime vraiment beaucoup les jeux vidéo et on m'a posé la question sur Instagram, comment est-ce que je fais pour concilier deux passe-temps comme la lecture et les jeux vidéo qui sont chronophages. Et en fait j'ai été un peu étonnée de la manière dont est formulée cette question parce que je perçois pas vraiment ni la lecture ni les jeux vidéo comme quelque chose de chronophage, mais juste quelque chose que j'aime faire et qui fait partie intégrante de ma vie. Quand je joue, j'ai des périodes où je joue beaucoup, et du coup c'est des périodes où je lis beaucoup moins, ou alors l'inverse, et des fois j'ai envie de faire les deux, et simplement je fais un peu les deux dans ma journée, et puis c'est tout. Bon, je sauvegarde, et il est très clairement temps d'aller se faire un rooibos. C'est vrai qu'actuellement j'ai quand même beaucoup moins de temps à consacrer à mes loisirs parce que j'ai quand même beaucoup de travail entre... En fait je cumule 3 activités parce que j'ai la sophrologie et la formation de sophrologue, j'ai aussi le côté photographe vidéaste et je crée du contenu sur la chaîne, donc effectivement j'ai quand même un peu moins de temps que d'habitude. Malgré tout ça reste quand même possible pour moi d'organiser mon emploi du temps comme je le veux. Et c'est vrai que ces derniers jours le Cold Winter Challenge a été quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps et aussi beaucoup d'énergie parce que c'était quand même pas mal de stress. D'ailleurs on m'a posé la question qu'est-ce que ça fait de reprendre le Cold Winter une deuxième fois et est-ce que c'était pas trop dur? Et ben non, c'était pas trop dur, mais effectivement c'était quand même beaucoup de stress, c'était beaucoup d'inquiétude, surtout là avec le fait que je voulais faire une vente de marque-pages et de cartes, que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, et notamment pour mettre en avant mon amie Mélissa qui fait des très très belles illustrations. Donc clairement oui, c'était quand même beaucoup de stress et beaucoup d'organisation. Malgré tout je suis hyper contente quand je vois vos retours, quand je vois que vous êtes contents, quand je vois que ça vous plaît, que ça vous parle, que les catégories vous intéressent, etc. Pour moi c'est énorme et du coup ça me plaît énormément et je suis ravie que ça vous plaise. On m'a d'ailleurs demandé quelles sont mes catégories préférées dans le Cold Winter de cette année
Et c'est hyper dur pour moi de dire parce que je les aime toutes en fait. Je les trouve toutes différentes, toutes importantes à leur manière. J'adore la danse de la fée dragée parce qu'en plus ça vient du ballet Casse-Noisette et j'adore cette musique et j'adore Casse-Noisette, donc bon. Ça, c'était pas mal. Toutes les catégories du menu cocooning hivernal aussi, je les aime bien parce que j'aime bien ce menu. C'est tout à fait moi ce que je vis parce que j'adore vraiment la période hivernale pour le côté cocooning surtout. Donc je pense que c'est celle qui me parle le plus. Mais en soi, je les aime toutes, même celles qui me parlent moins, comme Stalactite ensanglantée ou quoi, parce que c'est vraiment toutes ces catégories qui font que le Cold Winter est ce qu'il est aujourd'hui et que c'est vraiment ouvert à tout le monde et que tout le monde peut participer. Et ça, pour moi, c'était le plus important et je suis hyper contente que ça soit bien visible dans ce Cold Winter. On m'a aussi posé la question comment est-ce que je vois ma chaîne dans quelques années et j'espère qu'elle sera toujours là parce que j'ai vraiment envie de développer cette chaîne, j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de plus professionnel. Ça c'est aussi quelque chose dont je vous avais déjà parlé, j'ai envie en fait que la chaîne devienne quelque chose de plus pro, qu'il y ait parfois des partenariats, etc. En gros, j'ai envie de gagner de l'argent grâce à cette chaîne, qu'elle fasse partie de mon métier, de mon activité professionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc je pense que c'est ça que je vais essayer de développer le plus. J'essaye aussi beaucoup de développer Twitch parce que ça me plaît énormément Twitch. Et j'aime la spontanéité qui se dégage des live Twitch, le fait qu'on échange vraiment en direct ensemble dans le chat, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et d'ailleurs, en vrai, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch parce que même si ce sont pas des jeux qui vous intéressent, même si vous aimez pas forcément le jeu vidéo, etc. N'hésitez pas à venir parce que finalement c'est aussi l'occasion de papoter, c'est aussi l'occasion de passer du temps ensemble, c'est aussi l'occasion en fait de se créer un univers rien qu'à nous, de se créer des moments rien qu'à nous et ça moi c'est ce que j'aime le plus. Finalement, c'est partager avec vous, passer du temps avec vous. Si je suis là, c'est pas juste pour moi. C'est aussi parce que j'apprécie vos retours, j'apprécie d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch parce que vraiment, même si c'est pas un jeu qui vous intéresse outre mesure, je pense que vous y trouverez votre compte. Et enfin, la dernière question, c'est une question de mon amie Fanny. À quand la hot tub ?